Alors avec les structures, on a un deuxième type d'ensemble d'éléments, ce sont les tableaux. Un tableau, c'est un ensemble indicé d'éléments de même type. Indicé, ça veut dire qu'ils sont numérotés dans le tableau, et puis ils ont tous le même type. Alors pour avoir un tableau, c'est facile, on indique d'abord de quel type sont les éléments. On lui donne un nom, je vais l'appeler tab pour notre démo. Et puis ensuite, surtout, c'est le plus important, entre crochets, les crochets ce seront les opérateurs associés au tableau, je dis combien j'en veux. Donc là, j'ai et point virgule pour clore. Et là, j'ai donc un tableau de 10 int qui s'appelle tab. Alors, comme pour les structures, on a la possibilité éventuellement de l'initialiser de cette façon. Donc par exemple, je vais mettre 10, 20 et 30. Alors, ça marche exactement comme les structures. Donc ça, c'est 10 pour le premier élément, la valeur 20 pour le second élément, la valeur 30 pour le troisième, et tous les autres, donc les 7 autres, seront initialisés à 0. Si vous voulez initialiser tout un tableau à 0, le mieux c'est de mettre 0, comme ça, et là, du coup, le premier élément sera mis à 0 explicitement, et tous les autres seront mis à 0 implicitement. Donc on peut faire comme ça. Pour accéder, ensuite, une fois que vous avez vos éléments, comment on fait pour y accéder? On utilise les crochets. Donc je vais faire, par exemple, tab 2, et là, ils sont tous numérotés, en commençant par le premier qui est à 0, c'est l'indice 0, et le dernier, puisque j'en ai 10, qui est à l'indice 9. Hein, donc je vais mettre, par exemple, tab de 0 égale 10. Donc tab de 0, c'est un int. Hein. Alors les indices, ça va de 0, donc je vais vous les donner de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors il faut faire très attention que le 0 compte. Hein. Donc là j'ai bien, au total j'ai bien 10 éléments, hein, parce qu'on compte le 0. En revanche, tab de 10 n'est pas dans le tableau. Hein, je vais le préciser, tab de 10, donc là c'est erreur, n'est pas dans le tableau. En fait, c'est le 11e élément. Hein, ça, ce serait le 11e élément. Donc voilà, donc tab de 0, c'est un int. Hein, donc je mets un point virgule. Donc tab de, je sais pas, moi je vais mettre tab de 2 égale tab 2, 0 plus, je sais pas, 5, par exemple. C'est pour dire que ce sont des ints en fait. Hein. Donc on les utilise comme des ints. Hein. On fait ce qu'on veut, on fait les opérations, etc. Alors l'intérêt des tableaux, c'est qu'on va pouvoir les parcourir très rapidement et dans tout un tas de situations. Alors pour parcourir un tableau, on va utiliser une boucle for. Pourquoi une boucle for? Parce que le compteur va nous permettre de passer en revue tous les indices du tableau. Donc, par exemple, int i égale 0. Donc i inférieur à 10, le nombre total de mes éléments, i++, donc i va faire de 0 jusqu'à 9, en fait. Hein. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre tab de i égale rand, je mets une valeur aléatoire, modulo 100, par exemple. Donc, au démarrage, i vaut 0, donc c'est tab de 0. Je mets à tab de 0 une valeur aléatoire entre 0 et 100. Ensuite, i vient ici, s'incrémente de 1, donc i vaut 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Donc je fais tab de 1 égale rand modulo 100. i++, donc i vaut 2, 2 inférieur à 10. Tab de 2 égale rand, etc. jusqu'à la fin, en fait. Hein, donc ce qu'on peut faire,
pour voir le résultat, c'est de faire une autre boucle. Donc je vais reprendre exactement la même, hein, je vais la recopier, et puis je vais afficher derrière le résultat de mon initialisation. Donc je vais faire un printf. Et ce qu'on va faire, on va imprimer, on va voir l'indice justement. Hein. Donc égal %d. Je vais les mettre les uns en dessous des autres. Alors le premier %d, c'est pour l'indice, et le second, c'est pour la valeur à cet indice, c'est-à-dire table de i, en fait. Voilà. Voilà. Et pour finir, ici, je vais juste mettre un printf pour faire une séparation avec la suite. Voilà. Alors maintenant, on compile. Ça marche. On lance. Voilà. Donc, vous voyez, à table de 0, j'ai 41, table de 1, 67, etc. Alors, comme je n'ai pas initialisé le générateur de nombres aléatoires, j'aurai toujours la même suite. Donc, je vais l'initialiser. Ça suppose l'inclusion de la bibliothèque time.h. Voilà. Alors maintenant, on va avoir une suite normalement différente. J'ai bien une suite différente. Il y a toutes sortes d'algorithmes associés au tableau. En particulier des algorithmes de tri. On va avoir besoin, une fois qu'on aura rentré des données, de trier un tableau. Alors il y en a beaucoup des algorithmes de tri. Pendant un temps, c'était un véritable enjeu de recherche en fait. Alors là, je peux vous en donner un pour avoir une idée, qui est très pratique, qui peut servir dans différentes occasions. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un tri classique. Donc i inférieur à 10, i plus. Alors le principe de mon algorithme de tri, je parcours, alors je prends le premier élément. Dans la suite du tableau, je regarde si j'ai un plus grand ou un plus petit. Ça dépend si je veux faire un ordre croissant ou un ordre décroissant. Donc admettons que je veuille faire un ordre décroissant. Donc je prends le premier élément, celui qui est à l'indice 0. Je regarde dans la suite, c'est-à-dire à partir de l'indice 1 jusqu'à l'indice 9, si j'en trouve un plus grand. Si j'en trouve un plus grand, je permute. Et à chaque fois que je vais en trouver un plus grand, je vais permuter. De façon à ce que, à la fin, j'ai bien à l'indice 0 le plus grand. Une fois que j'aurai fait ça pour celui de l'indice 0, je vais passer à l'indice 1 et je vais recommencer. Je vais chercher pour l'indice 1, à partir de l'indice 2, si j'en ai un plus grand. Et ainsi de suite. Et ce qui fait que, à l'issue, je les aurai classés en ordre décroissant. J'aurai les plus grands au début vers les plus petits à la fin. Alors, pour le faire, donc ça sera le référent en fait, celui pour lequel je cherche éventuellement une valeur plus grande. Donc il me faut une deuxième boucle en fait, hein, qui elle va partir à partir de l'indice j qui est égal à i plus 1. Donc c'est juste celui d'après i. Je vais faire j inférieur à 10, j plus. Voilà. Et ensuite, alors if, là j'ai juste qu'une seule instruction. Alors on peut améliorer cet algorithme de façon à ce qu'il n'y ait pas une permutation à chaque fois. Mais ça c'est bien parce que c'est rapide à faire. Donc if table de i est inférieur à tab de j. Donc ça veut dire si tab de j est plus grand, dans ce cas-là, je permute. J'ai trouvé un plus grand et je fais la permutation. Donc la permutation, c'est ça, hein, on l'avait vu au tout départ. Donc tab de
i, alors temp égale table de i. Ensuite, donc dans table de i, je mets table de j. Donc table de i égale table de j. Voilà. Int, ici, j'ai oublié. Int, voilà. Donc je mets ça. Et maintenant, dans table de j égale temp. Voilà. Donc je fais une permutation toute simple. Voilà. Alors le if est considéré comme une seule instruction. Hein, c'est pour ça que j'ai pas mis en fait d'accolade partout. Hein. Mais bon, si ça gêne, on peut les mettre. Hein. C'est vrai que ça peut être mieux éventuellement. Puis alors l'avantage c'est qu'avec Visual Studio, c'est qu'il du coup il réindente bien, enfin il réécrit bien le code en mettant des espaces, ce qui sinon est assez fastidieux à faire à la main. Donc voilà, donc là j'ai trié normalement mon tableau et à l'issue je vais le rafficher. Donc du coup je vais reprendre exactement ça. Voilà. Alors on va pouvoir tester. Donc j'ai mis un trait ici, comme ça, ça ne se mélangera pas. Voilà. Donc on l'a bien trié en ordre décroissant. Hein, c'est-à-dire les plus grands devant, les plus petits à la fin. Alors maintenant, imaginons qu'on soit dans un programme important. On a, je sais pas moi, 5000 lignes de code. Et on s'aperçoit qu'on souhaiterait avoir un tableau plutôt plus petit. Alors on change à la déclaration, mais par exemple j'en ai besoin que de 5. Alors ensuite, on est obligé de chercher partout où on a utilisé 10, l'ancienne taille, pour la remplacer par 5. Hein, donc chaque boucle, voilà. Mais il y a plusieurs fichiers de code et on en oublie un. Par exemple, celui où on avait trié le tableau, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que là, il déborde le tableau. Il va sortir des indices possibles. Hein, les indices vont de 0 à 4, et lui, il va continuer jusqu'à 9. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Il n'a pas planté. Par contre, on a des valeurs bizarres. Les deux plus grands sont un peu étranges. Et alors on se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite quand on quitte, quand je quitte ici, bah déjà j'arrive même pas à quitter en appuyant. Donc je quitte, j'ai planté en fait. Hein, j'ai planté. Une exception levée, et j'ai planté parce que je suis sorti du tableau. Donc voilà, alors c'est pas exactement access violation, hein, c'est stack around the variable tab. Bon voilà. Donc attention, c'est très dangereux en fait. Et là, c'est des bugs. En plus, vous avez vu, il a quand même fonctionné le programme. Il nous a pas jeté directement. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un bug qui apparaît de temps en temps. En plus, le tri dans mon programme, je ne l'utilisais pas toutes les 5 minutes. Donc c'était rare, donc ça veut dire que du coup mon bug il apparaît une fois de temps en temps et on ne sait pas pourquoi. Donc il faut faire très attention à ça, et pour éviter ce problème, qui est quand même sérieux, on ne va jamais déclarer un tableau avec une valeur comme ça, sauf pour des tout petits programmes de test ou de démo comme je viens de le faire. Sinon, on va utiliser plutôt une constante. Et la constante, en C, on la mettra sous la forme d'un dias-define. Dias-define NB, hein, et je vais dire par exemple, donc là je vais mettre 10, voilà, et là je vais pas mettre 5 en dur ou 10 en dur, je vais mettre NB, voilà. Alors je vais enlever dans mes boucles cette fois-ci, j'espère, je vais pas les oublier, et je vais remplacer toutes les valeurs que j'avais mises en dur par NB. Voilà, donc je dois en avoir 4. Il y a aussi la deuxième boucle ici. Voilà, NB. Donc là, maintenant, c'est ici aussi. Vous voyez, c'est facile. Même sur un petit fichier comme celui-ci, on peut quand même faire des oublis. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
Donc là, a priori, ça devrait être bon. Donc je vais recompiler. Je lance pour vérifier. Et là, ça marche impeccable. Et l'avantage maintenant, c'est que sans aucun risque, si j'en veux que 5, j'ai juste qu'à changer la valeur du define ici. Voilà, je régénère. Ça marche et j'ai pas de souci. Vous voyez, donc ça, vraiment, c'est pour ainsi dire obligatoire, à mon avis, quand vous utilisez un tableau, de bien faire attention à ça, sauf vraiment dans le cas de tableaux locaux, dans une fonction, enfin vraiment dans des cadres extrêmement restreints. Mais dès que vous avez un tableau plus important que vous utilisez dans un programme plus grand, il faut faire attention. Alors, une précision à propos de la valeur constante ici. Pourquoi j'écrirais pas quelque chose comme ça? Par exemple, d'abord, pourquoi une constante? Et si je mettais NB comme ça, égale 10, par exemple, est-ce que ça marche? Alors là, ça ne marche pas, ça ne compile pas, parce que ce n'est pas une constante, et ici, l'expression doit avoir une valeur constante. Hein? Donc vous ne pouvez pas le faire si il s'agit d'une variable et pas d'une constante. Et je crois que dans CodeBlock, fut un temps en tout cas, il y avait une tolérance à ce sujet, mais normalement ça doit être corrigé. Ici, c'est vraiment une valeur constante. Alors, pourquoi on ne pourrait pas écrire ça? Const NB, et là, du coup, ça devrait fonctionner normalement. Alors ça fonctionne en C++, par contre, ça ne fonctionne pas en C. Hein? Alors, on va tester, voilà, erreur, voilà, constante attendue. Hein? Donc ici, ça ne marche pas, c'est pas compris comme une constante pour le langage C, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, en C++, ça marche, mais en C, ça ne marche pas. Donc, ne fonctionne pas, je vais mettre un commentaire, donc, ne fonctionne pas en C pur. Seulement en C++. Alors, il y a une raison à ça, et cette raison a rapport à la compilation. Alors, moi, ce que je sais, c'est que les directives macroprocesseurs, en fait, en C, il y a deux compilations. La première s'intéresse à tout ce qui va être directive macroprocesseur. Et ensuite, il y a la compilation finale, quoi, en quelque sorte. Donc, pour commencer le programme, quand il se compile, il va remplacer NB par la valeur 5 pure et dure, qui est vraiment une constante pour la machine, au sens une constante numérique, quoi. Tandis que ça, c'est une variable de type constante. C'est-à-dire c'est une variable dont on ne pourra plus modifier la valeur. Ce qui veut dire que je pense qu'au niveau de la compilation, c'est pas pareil, quoi, en fait. Ça reste quand même une variable, mais c'est une variable dont on ne pourra pas modifier la valeur. Donc, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Soit dit en passant, je crois que dans CodeBlock, si vous déclarez un tableau comme ça, si vous écrivez ça dans CodeBlock, je crois que ça marche, en fait. Hein. C'est-à-dire que CodeBlock adopte pour le C ce qui est possible aussi en C++. Enfin, seulement en C++ normalement. Ben, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important surtout, c'est de bien avoir ces tableaux avec des tailles, quand vous êtes en C et en C++, avec des tailles identifiées par un dièse define ou en C++ une constante. Pour la mise en pratique, je vous propose de faire quelques manipulations en fait, sur des tableaux. Donc, dans un programme, vous créez un programme, déclarez un tableau de 50 flottes, remplissez avec des valeurs aléatoires entre 0 et 100, vous pouvez mettre des valeurs flottantes ou des valeurs entières comme vous préférez. Ensuite, vous affichez le tableau, vous donnez la plus grande valeur dans le tableau. C'est-à-dire, en gros, cherchez le plus grand dans le tableau.
Ensuite, pareil, vous donnez la plus petite valeur dans le tableau. Enfin, inversement, vous cherchez la plus petite valeur dans le tableau. Mais sans trier, si possible. Parce qu'évidemment, si vous faites un tri tout de suite, bah, vous avez le plus grand, le plus petit très facilement. Mais ça peut être pratique. Parfois, on ne va pas faire un tri, mais on va juste chercher la plus grande valeur dans un ensemble. Donc, ça vaut le coup de chercher un algorithme pour ça. Alors ensuite, trier le tableau en ordre croissant, hein, en partant du plus petit vers le plus grand. Bon, ça c'est pas trop compliqué, ça vous oblige à bien comprendre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, dites combien il y a de valeurs distinctes. Alors ça, c'est peut-être, ça demande un peu de réflexion. Et également, pour chaque valeur, combien de fois elle se répète. Alors là, évidemment, je pense que ça vaut le coup d'utiliser un tri. Vous n'aurez pas de répétition si vous êtes en float. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire avec plutôt des int. En float, il y a trop de possibilités. Si vous avez mis une valeur entre 0 et 100 flottante, vous n'aurez pratiquement pas de répétition. Donc essayez à ce moment-là de mettre entre 0 et 100 valeurs entières, quoi. Voilà. Moi, j'ai mis un tableau de float pour que vous sachiez que ça peut être un tableau de n'importe quoi, en fait.